notre invité politique ce matin, c'est donc Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin, merci beaucoup d'être avec nous, président de la région Normandie, président des centristes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On va commencer par les prix de l'énergie. Les prix de l'énergie qui inquiètent les Français, hausse des prix du gaz, de l'électricité et du carburant. Désormais, le gouvernement qui travaille sur un chèque carburant plutôt que sur une baisse des taxes. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode ? Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il faut une réponse si on considère qu'il s'agit d'une hausse conjoncturelle liée à la reprise de l'activité économique. Je pense que la proposition qui avait été faite par Valérie Pécresse me semblait aller dans le bon sens, c'est-à-dire la proposer à travers la capacité pour les entreprises de pouvoir déduire un éventuel avantage forfait pour le transport. Je pense que c'était la bonne solution. Il faut quelque chose de simple. Je rappelle que c'est l'État, tout le monde le sait, qui est le principal facteur du prix du carburant, parce que ça représente à peu près de mémoire 60 à 65% du prix. Et donc je trouve que aider les salariés à travers une contribution forfaitaire qui serait accordée par les entreprises et déductible, c'est à mon sens la bonne idée. Et ça, cette idée-là, elle est abandonnée ? C'est possible ? Je ne sais rien, je ne m'appelle pas Bruno Le Maire. Ça pourrait être une contribution forfaitaire plus un chèque essence pour les ménages. Par exemple, les plus fragiles. Les ménages sont aussi des salariés, en général. Après, je pense qu'il faut pour les professions libérales, par exemple. Les professions libérales pourraient le déduire aussi. On peut l'imaginer par une réduction, une contribution forfaitaire déductible. Je pense que c'est un bon moyen. Est-ce que les régions, puisque vous présidez la région Normandie, on le rappelle, les régions peuvent aider ces Français à payer leur essence ? Est-ce qu'il y a des modalités on n'est absolument pas dans les équations budgétaires que ça représente. Si vous le faites, vous vous moquez de vos compatriotes. On a eu ce débat hier au Conseil régional où le Rassemblement national proposait qu'on supprime la TICPE flottante. C'est une trentaine de millions d'euros de recettes qui sont d'ailleurs fléchées puisque ça nous a été accordé pour financer le transport et notamment le transport ferroviaire. Alors, le lendemain, peut-être que Ouest France fera un titre en disant la région supprime. Très bien, moi je me prive de 35 millions d'euros, ce qui est gigantesque en termes de capacité d'investissement, et de l'autre, savez-vous combien ça va faire pour un Normand sur son plein ? Ça représente rien du tout. Rien du tout. C'est 50 centimes d'euros sur un plein. Donc en clair, au bout du compte, nos compatriotes se diraient, si j'avais pris cette décision, ils se moquent de nous. En quelque sorte, il a fait un effet d'annonce en annonçant la suppression et au bout du compte, il n'y a rien. Est-ce que c'est pas la même mécanique qui est à l'œuvre aujourd'hui au sein du gouvernement, avec l'idée de se dire si on touche à la TUPP, on réduit les taxes, finalement on se prive de beaucoup de recettes pour très peu d'effets. Enfin, il y a une différence majeure, c'est que nous, on est, Dieu merci, obligés d'avoir un budget à l'équilibre. Équilibré. Tandis que là, comme vous l'avez constaté, on n'a jamais atteint des niveaux de déficit aussi abyssaux. Je vous rappelle, c'est la première fois, je crois, qu'on arrive à ce sommet, tout du moins à ce trou, c'est que aujourd'hui, les recettes fiscales ne couvrent que 60% des dépenses de l'État. C'est-à-dire que à partir du mois d'août, on peut considérer qu'on vit à crédit. Ça a du jamais vu. C'est-à-dire que c'est un pays où l'État creuse une dette gigantesque, donc avec derrière des risques majeurs en cas de hausse ou de relèvement des taux d'intérêt, ce qui n'est pas impossible compte tenu de la résurgence de l'inflation, et de l'autre un État qui n'investit plus. Le niveau des investissements, si on enlève les dépenses militaires, ça doit être autour de 10 milliards, ce qui est à dire rien. On a donc un problème d'efficacité de l'action publique qui est absolument gigantesque. D'où le fait qu'il nous faut réformer, réorganiser profondément la structure publique, avec notamment une grande vague, un grand mouvement de décentralisation pour gagner en efficacité, pour gagner en capacité d'innovation, pour gagner en capacité de réaction, ce qu'on a d'ailleurs démontré au moment de la crise du Covid, où on a été capable d'acheter des masques quand l'État était empêtré dans ses difficultés. On va revenir juste sur les prix de l'énergie. Ça pose la question de l'indépendance énergétique de la France. Emmanuel Macron, il souhaite réinvestir dans le nucléaire. Il a parlé d'1 milliard. Il a raison pour vous. Il est temps. Parce que pendant 5 ans, il a été globalement celui qui a refusé de prendre des décisions parce que, très clairement, le nucléaire lui apparaissait comme
impopulaire. Aujourd'hui, c'est quand même d'ailleurs un retournement assez incroyable, c'est que nos compatriotes à nouveau sont favorables au nucléaire, probablement en raison de l'indépendance énergétique et aussi en raison d'une élément simple, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique efficacement au XXIe siècle sans le nucléaire. Et puis par ailleurs, quelle serait l'énergie de substitution? On voit bien que sur les éoliens, on est exactement dans le NIMBY, c'est-à-dire qu'il y a encore une majorité de Français qui veulent de l'éolien, mais certainement pas au pied de leur jardin. Et ils ont raison, parce que le massacre des paysages par l'éolien terrestre massif qui envahit toutes nos campagnes, pour moi, c'est absolument inacceptable. Ça veut dire qu'on ne développe pas Si on le fait dans des parcs éoliens concentrés dans des lieux où on nuit le moins possible. Quand vous êtes en Normandie, que vous êtes dans un territoire et une région dans laquelle l'habitat est très dispersé, où il y a encore des bocages fantastiques, vous n'allez pas mettre une éolienne derrière une haie. Tout ça pour globalement enrichir quelques entreprises privées qui se font du fric avec ça et qui n'ont absolument rien à foutre des dégâts sur les paysages et l'environnement ensuite. Et dernier élément que souvent on oublie de citer, c'est que j'entends en permanence la question de l'artificialisation des terres. Pour produire de l'énergie électrique avec de l'éolien, le rapport entre le nucléaire et l'éolien, c'est un rapport de 1 à 200. C'est-à-dire qu'on artificialise 200 fois plus pour produire la même énergie quand il s'agit d'énergie liée à l'éolien terrestre. Alors si l'éolien se développe moins que prévu, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut garder les centrales nucléaires ouvertes? Il y a 12 fermetures prévues. Est-ce qu'un président qui change d'avis sur le nucléaire, c'est un président qui peut revenir en arrière aussi sur ce type de démarche? Ce que je sais, c'est qu'il nous faut des EPR. Comme vous le savez, la Normandie a été désignée par EDF compte tenu du consensus politique et de notre volonté, hormis Europe Écologie Les Verts, de notre volonté d'accueillir le deuxième EPR. C'est à Penly, c'est en Seine-Maritime. Nous avons le premier avec Flamanville. J'y étais encore la semaine dernière avec tous les élus, quelle que soit leur couleur politique de la région diepoise. Voilà. C'est enfin au point l'EPR aujourd'hui, après tous les... Vous entendez les critiques sur Flamanville, sur le retard, sur le coût. Vous êtes bien placé pour savoir que ça a été très très compliqué. C'est le même débat que sur les questions de défense, que je connais encore un peu. C'est est-ce que nous maintenons notre base industrielle et technologique? En matière de défense, quoi qu'il arrive, on sait une chose, c'est que si on perd notre base industrielle et technologique, on n'est pas capable de construire nos outils militaires de demain et d'après-demain. Eh bien là, on a perdu notre base industrielle et technologique en partie parce qu'on n'a plus construit de centrales nucléaires et donc il nous faut acquérir à nouveau cette compétence, ce savoir-faire et c'est Flamanville qui perd en effet les pots cassés. On est en passe de le faire, ça paraît apporter. Je crois, enfin si j'en crois ce que on a pu me dire la semaine dernière dans le Cotentin, on est en train de réussir ce que nous a demandé la haute autorité. Sur l'EPR, est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi très confiant, vous êtes raisonnablement confiant concernant le projet de mini-centrale? Parce que la technologie n'existe pas pour l'instant. La technologie n'existe pas, mais enfin, je suis pas technicien, hein, mais je pense qu'elle est assez comparable à ce qu'on est capable de faire sur des sous-marins à propulsion nucléaire. Je pense qu'on doit être à peu près dans des choses assez comparables. Donc là, il y a un vrai savoir-faire français. Et donc, il y a un savoir-faire français qui est tenu par une entreprise qui s'appelle Technicatome, d'ailleurs. Et donc, je me souviens, pour tout vous dire, d'une visite en Chine où on m'avait demandé, pour une entreprise chinoise qui est présente dans plusieurs usines en Normandie, et il fallait que j'aille les voir pour une d'entre elles. Et les autorités chinoises m'avaient demandé de pouvoir les rencontrer. Et alors, j'avais été étonné, c'est quoi, pas étonné, mais enfin, ils m'avaient dit, mais nous, on veut construire 200 mini-centrales au bord de nos côtes. Vous avez la technologie en France. Donc, pour eux, la technologie, c'était ce qu'on était capable de faire sur les sous-marins à propulsion nucléaire. Ce qui est inconcevable que nous puissions donner cette technologie aux Chinois, bien entendu. Un dernier mot là-dessus, après on va changer de sujet, mais tout à l'heure, vous nous avez fait part de votre inquiétude sur la dette, sur le déficit. Quand vous voyez déjà le coût de l'EPR de Flamanville, est-ce que vous n'êtes pas inquiet sur le coût des EPR? Mais non, parce que parce que je vous dis, on essuie simplement les plâtres d'une nouvelle technologie sur laquelle on a perdu une partie des compétences, mais ces compétences, on les reprend. Et puis vous vous rendez compte, pour un territoire comme la Normandie,
Le deuxième EPR à Penly, savez-vous ce que ça représente comme activité? 15 milliards d'euros, 10 000 emplois. C'est un défi territorial gigantesque, parce qu'il faut mettre en place les équipements qui conviennent, les infrastructures, faire en sorte que nous puissions développer les compétences, parce que quand vous avez 10 000 salariés de plus sur un bassin d'emploi de 40 000, vous vous rendez compte ce que ça représente comme défi. Donc on est déjà en train de bosser sur toutes ces questions. D'où le fait que la Normandie ait été choisie par EDF. Pourquoi ? Parce qu'il y a un consensus politique. Parce que si les collectivités locales disent « Non, non, on n'en veut pas », vous voyez bien que ça devient un défi impossible. On va parler de la crise sanitaire, Stéphane. Oui, les députés aujourd'hui vont se pencher sur le texte concernant le prolongement de l'état d'urgence et de la crise sanitaire, avec la question du pass sanitaire. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent qu'il faut prolonger le pass sanitaire? Et si oui, jusque quand? Est-ce que franchement ça nous emmerde? On vous pose la question. Écoutez, moi je dois le présenter 10 fois par jour. Dieu sait que je suis attentif aux questions des libertés fondamentales et des libertés individuelles. C'est pour moi, en permanence, j'ai été opposé, quand j'étais ministre de la Défense, au fichier de Edwige, par exemple, que Claude Guéant avait voulu instaurer. Bien. Mais franchement, vous voyez, vous voulez que je vous dise quelque chose? La capacité de contradiction des Français étant tellement gigantesque, que je suis convaincu que le jour où il ne sera plus obligatoire, je pense qu'il y a des restaurants qui en feront un instrument marketing en disant nous on va le demander pour vous protéger, vous voyez. Bon, c'est évident qu'un jour il faudra s'en séparer. Mais pas tout de suite. Mais bon, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que vous avez le sentiment tous les matins de vivre un côté insupportable quand vous allez dans un bistrot et que vous demandez le pass sanitaire? Et puis, mais il faut prolonger jusqu'à quand? Jusqu'à l'été pour vous? Ouais, laissons voir un peu comment évolue la crise et l'épidémie. Et puis, deuxièmement, franchement, les atteintes notre traçabilité, elle ne repose pas que là-dessus, malheureusement. Et est-ce qu'à contrario, vous seriez favorable à alléger les mesures dans les régions où oui, bien sûr. C'est le cas de la Normandie, par exemple. En Normandie, il y a quasiment pas d'épidémie. On est la région la mieux vaccinée de France. Et donc, du coup, les Normands sont très légitimistes. C'est un principe. Un dernier mot là-dessus. Oui. Les tests sont désormais payants pour les non-vaccinés. Oui. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou il y a un risque de passer à côté d'une reprise épidémique? On le voit déjà, beaucoup moins de tests, du coup, depuis vendredi, depuis la mise en place. Souvent, ce sont ceux qui refusent de se faire vacciner, quoi. Voilà. Et puis, honnêtement, si vous partez en vacances, vous devez avoir les moyens de pouvoir vous faire tester, quoi. Enfin, sinon, vous partez pas en vacances. Donc, bonne mesure pour vous. Ailleurs, quoi. On va parler d'un sujet qui concerne de près la Normandie, c'est le sujet de la pêche. La pêche et le Brexit, le problème n'est toujours pas réglé. Comment est-ce que vous l'expliquez? Écoutez, moi je suis allé à Jersey il y a 3 semaines. J'avais eu des mots très durs avec le Premier ministre de Jersey. Parce que, comme vous le savez, Jersey est en situation d'autonomie. Donc à part leur politique étrangère, leur politique de défense, ils sont autonomes en tout. Et parce que pendant une période, ils ont joué un double jeu ou un drôle de jeu. Bien. Et on s'est parlé franchement. Ça continue en fait. Et je leur ai dit, écoutez, c'est assez simple. Il faut revenir à l'esprit de l'accord de Granville, qui est celui qui régit les droits de pêche dans les eaux guernesiaises et jersiaises. Bon, c'est quoi? Les pêcheurs qui pêchaient dans ces eaux doivent avoir le droit de pêcher. C'est ce qui était prévu? Eh bien, la plupart d'entre eux, c'est le cas. Il reste un certain nombre de licences provisoires sur lesquels il y a 3 mois pour donner les dernières preuves. Et moi, j'ai dit au Premier ministre de Jersey, j'ai dit, les bateaux en question, vous les connaissez, vous. C'est dans vos eaux territoriales. Ben, sortez la liste de tous les bateaux qui pêchaient avant et considérez que c'est votre référence. Je dis comme ça, on ne vous prêtera pas un double jeu qui consiste en fait à évincer un certain nombre de pêcheurs. Mais franchement, dans la liste, je vais vous parler honnêtement, il y a un certain nombre de bateaux qui ont demandé droit de pêche qui n'y pêchaient pas. Donc en fait, on a 2 sujets. Le premier, ce sont ce qu'on appelle les bateaux neufs, c'est-à-dire ceux qui ont été les nouveaux bateaux que des pêcheurs ont achetés et qui, bien entendu, n'ont pas de référence parce qu'ils étaient en construction, mais avec des pêcheurs qui allaient pêcher. Et donc j'ai dit au Premier ministre de Jersey, attribuer ce droit de pêche aux pêcheurs et pas simplement aux bateaux pour régler cette question des bateaux neufs. Et puis, il y a 1 ou 2 bateaux qui ont été interdits, qui n'ont pas pu pêcher pour des raisons de problématiques juridictionnelles, appelons ça comme ça pour faire court, et qui, eux aussi, doivent pouvoir pêcher. Mais on ne peut pas demander...
je le dis, aux autorités jersiaises et guernesiaises d'accorder le droit de pêche à des bateaux qui n'y pêchaient pas. Voilà. Bon. Est-ce qu'il faut retenir de tout ça que le problème est enfin en passe d'être réglé ou pas? Nous, on est pas mal. Nous, les Normands, on est plutôt pas mal servis, mais on a aussi notre histoire à nous. Je vous rappelle que les îles anglo-normandes utilisent encore le droit normand, qu'il est appris à l'université de Caen, le droit normand, par une universitaire formidable qui s'appelle Sophie Poiret. Bien, que la charte aux Normands, elle a encore existence à Guernesey. Bon, donc on a notre histoire à nous avec les îles anglo-normandes. On s'appelle les cousins. Ils parlent encore français et ils parlent souvent normand quand nous ne parlons plus. Bon, donc moi je trouve assez légitime qu'on ait ce dialogue, nous Normands, puisqu'on a notre histoire. Allez, on va parler de la présidentielle. Pour terminer, comment vous avez ressenti, Hervé Morin, le choix des Républicains d'exclure les centristes de la désignation de leurs candidats? Idiot. Ça vous a mis en colère? Idiot. Non, vous savez... Ça vous a surpris quand même? Idiot, parce que comme le disait le président de la commission des lois juste avant, quand on veut construire une majorité, on la construit la plus large possible. Et honnêtement, s'il y a bien une formation politique qui a été fidèle, solide, moi j'ai rappelé ces éléments-là à quelques leaders des Républicains. Je leur ai dit, moi, quand François Fillon était en campagne, quand toi tu te planquais, moi, je suis allé faire campagne jusqu'au bout. Moi, je suis allé faire les meetings avec François-Xavier Bellamy, à d'autres, quand toi, tu étais resté à la maison. Donc, j'ai souvent fait preuve de beaucoup plus de courage qu'un certain nombre de mes camarades qui sont aux Républicains. C'est une trahison pour vous? Vous l'avez senti comme une trahison? Pas une trahison. Le choix sera fait. Et puis vous en avez parlé avec Christian Jacob? Ouais, mais en fait, Christian, il était contre les primaires et Christian, il a organisé les choses. Il voulait Barouin, il n'a pas eu Barouin. Après, il pensait que ça allait être Sarkozy, ça n'a pas été Sarkozy. Bon, voilà. Après, il organise. Et maintenant quoi? Il veut Xavier Bertrand et il fait en sorte que ce soit Xavier Bertrand. C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ce qu'on dit. L'UDI a annoncé qu'il voulait. Le parti veut présenter un candidat à la présidentielle. Et vous? Pas moi. Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de l'UDI? On est dans une. Oui, bon. Ça sera sûrement Jean-Christophe Lagarde, leur candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Formidable. Et donc, c'est une erreur pour vous de vouloir présenter un candidat UDI? Écoutez, moi, je sais ce que ça représente. C'est une façon de faire pression. C'est une façon de faire pression sur le Républicain. Pression sur rien quand on est pour négocier pour les législatives. On fait pression sur rien quand on est entre 0 et 0,5, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, très clairement... ça pèse plus rien aujourd'hui, l'imaginaire... Mais c'est pas pareil. L'élection présidentielle, vous voyez bien qu'il faut pas un parti politique. Zemmour, il n'a pas de parti politique. Vous voyez bien que soit vous rentrez dans une construction politique qui fait que vous êtes dans l'imaginaire collectif. Et donc là, vous êtes légitime pour vous présenter. Mais si vous n'êtes pas dans cet imaginaire, et donc c'est une longue construction, c'est ça que ça veut dire, et donc ça ne se décide pas au mois d'octobre. Si vous n'êtes pas dans cet imaginaire, c'est pas la peine, vous ne réussirez pas. Par rapport à l'ensemble des candidats qui se présentent à la primaire des Républicains, est-ce qu'il y en a certains qui ne sont absolument pas centristes compatibles? Oh, bon, non, on ne peut pas dire ça. C'est d'autant plus difficile à dire que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de programme. Quel que soit le candidat, vous serez derrière, vous? Quoi? Quel que soit le candidat, vous serez derrière? Écoutez, d'abord, on laisse passer les primaires. Hein? Voilà. Vous soutenez qui dans ces primaires? Ah ben ça, vous le savez bien, je soutiens Valérie Pécresse. Moi, je soutiens une candidate qui est sérieuse, qui ne fait pas de la démagogie matin, midi, soir et nuit. Il y en a d'autres qui en font, non, la démagogie. J'étais sûr que vous alliez me poser cette question. Je trouve que, globalement, c'est assez sérieux. C'est peut-être d'ailleurs la question. Parce que dans l'état dans lequel est le pays, il faut pouvoir incarner une rupture. On continue sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec des candidatures qui émergeraient. Le pays est dans un tel état que si vous n'incarnez pas une rupture, vous avez beaucoup de mal à être entendu. Mais ce que j'aime en Valérie Pécresse, c'est que c'est sérieux, c'est solide. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de sommets quand j'étais au gouvernement avec le président de la République. J'étais à l'Ariège, donc c'était bien, j'observais. On n'a pas besoin forcément d'avoir des chefs d'État, de gouvernement qui en imposent par une
ce dont on a besoin, c'est de personnes qui soient sérieuses, solides. Quand vous croisiez Angela Merkel, elle vous impressionnait pas, hein, je peux vous le dire. Il y a un Normand qui fait beaucoup parler de lui, c'est Édouard Philippe. Est-ce que vous regardez du côté d'Édouard Philippe et est-ce qu'il peut attirer à lui les centristes déçus? Écoutez, Édouard Philippe, il est au sein de la majorité présidentielle. Pour vous, il ne peut pas ramener une partie du centre-droit vers lui? Nous n'y sommes pas. Bon, voilà. Alors, il est dans sa construction personnelle, mais voilà. Bon, après, la vie politique, elle est appelée à bouger. On ne peut pas rallier les centristes pour vous? Mais aujourd'hui, ceux qui font le choix d'Horizon sont des gens qui font partie, qui soutiennent Emmanuel Macron. Et il y en a beaucoup chez vous? La poutre travaille? Non, vraiment? Franchement, non. Personne n'est tenté de changer de février? J'ai pas mal de copains qui sont allés pour voir. Ah, c'était juste pour voir? Oui, ils étaient curieux. Et alors? Voilà, ils ont vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu, mais mon Dieu, t'inquiète pas. Hein. Il reste chez les centristes. Voilà, oui. Un dernier mot sur Éric Zemmour. Vous en parliez, le candidat qui est dans une bonne dynamique, en tout cas, dans les sondages. Comment vous l'expliquez? Comment vous le qualifiez, vous, Éric Zemmour? J'ai dit candidat, il n'est pas candidat d'ailleurs. Non, il n'est pas candidat, mais enfin bon. C'est tout comme pour vous? Ouais, enfin, je vois pas bien. Il ira au bout, vous êtes sûr? Ou vous... Il pourrait ne pas aller au bout si tout d'un coup la courbe s'inverse, quoi. Et ce qui n'est pas impossible. Hein. On a eu à chaque élection présidentielle, on a eu la période, il y a eu chevènement, enfin on pourrait le refaire 10 fois. Par contre, avec la dynamique qui est la sienne, il aura ses signatures, des financements, je pense qu'il aura facilement ses signatures, parce qu'il y aura plein de maires qui... Donc ça pourrait être les sondages qui font la différence. Comment vous qualifiez Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? On ne peut pas faire campagne simplement sur la question de l'immigration, d'identité. Bon, ces sujets-là sont des sujets profonds, et d'ailleurs c'est pour ça que ça parle aux Français. Mais il n'a aucun programme, quoi. Enfin, et puis il a quelle expérience. Et c'est pas, pardon, c'est pas parce qu'on est journaliste que pour autant, tout d'un coup, on devient président de la République, quoi. Enfin, et puis alors, je vous pose cette question, quelle équipe? Qui, là, au gouvernement? On reprend des amateurs à nouveau? Je sais qu'Emmanuel Macron a fait l'éloge des amateurs à une époque. On a vu. C'est un gouvernement d'amateurs pour vous? Non, mais c'est lui-même qui a dit, moi, je suis content d'avoir une majorité d'amateurs. Je sais plus ce qu'il avait dit, un truc de ce genre. Bon. Soyez fiers d'être des amateurs. Soyez fiers d'être des amateurs. Ben moi, je pense l'inverse. Voilà. Quand les bons gouvernements sont des gouvernements avec des gens qui ont de l'expérience et qui ont l'intuition des Français. Quand vous avez Emmanuel Vargon qui vous dit que c'est une erreur, je ne sais plus quels sont ces mots, sur la maison individuelle. Ouais, elle est un peu retenue, tu as assez expliqué. Oui, d'accord, enfin, ok, mais des conneries comme ça, on n'a pas besoin de les entendre, quoi. Pardon, pardon, elle-même qui doit vivre dans une maison, j'imagine, dans un beau quartier de Paris. Bon, honnêtement, expliquer aux Français que ce qui est le rêve de bon nombre de familles, ça doit être désormais banni et concentrer les gens dans des immeubles. Ok, ça, ce genre de choses, vous l'évitez quand vous avez des femmes et des hommes qui ont de l'expérience et qui savent ce que c'est que le suffrage universel. Merci beaucoup. Merci Hervé Morin d'avoir été notre invité ce matin.